Bonjour à tous, suite à la présentation de Darktable jeudi 15 novembre, et comme indiqué dans le mail, je vous propose d'approfondir un petit peu Darktable au travers d'un exemple. Dans le mail, vous aurez le lien permettant de télécharger les deux fichiers, 1022 et 1030. Vous pouvez aussi le trouver dans le descriptif de la vidéo. Je vous conseille de coller le dossier ainsi téléchargé dans une arborescence, dans votre dossier image par exemple. Donc on va commencer par l'importation. On se retrouve ici dans Darktable au niveau de la table lumineuse et dans l'onglet importer. Comme on a deux images à importer dans un dossier, on va tout importer. Vous verrez que je vous ai fourni pour une des images le traitement qu'on va voir aujourd'hui. Pour la deuxième, je vous la donne brute sans traitement, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, moi j'ai placé mon dossier dans 2018, novembre, et c'est celui-là, tuto DT PCB. Donc je fais ouvrir. Voilà, il me récupère mes deux images. Si je fais un Z sur celle-là, on va voir qu'elle est traitée. C'est ce à quoi je veux arriver aujourd'hui. Et celle-ci qui, pour l'instant, n'est pas traitée. Je pourrais vous montrer aussi comment importer à partir de la carte SD ou de l'appareil photo directement branché sur l'ordinateur. Donc on voit que les deux images ont bien été importées. La première avec son traitement, la deuxième brute. On peut le voir ici, le développement est affiché là, alors que là, il n'y a pas la petite icône. Alors j'ai sur la première forcé le traitement pour qu'il puisse se voir après la compression vidéo. C'est juste pour l'exercice. La première des choses à faire pour ne pas travailler sur le traitement de référence, ça va être de cloner l'image. Donc on va aller dans Image sélectionnée, après avoir cliqué sur l'image, et appuyer sur le bouton cloner. Donc là je viens de dupliquer l'image, on fait son traitement. On le voit par un cadre jaune, et quand je survole ici, le nom de fichier ne change pas. D'accord ? Alors que quand je passe sur celle-là, on passe de 2022 à 1030, sans cadre jaune. Donc en clonant l'image, j'ai aussi cloné son développement. Donc il y a plusieurs méthodes pour l'enlever, soit en passant par développement et supprimer, après avoir sélectionné l'image, supprimer, ou alors dans la chambre noire, pardon, on peut ici enlever le traitement en ne gardant que les 4 premières étapes qui sont en fait la récupération des informations de l'appareil photo. Donc on voit bien notre image brute ici avec assez peu d'étapes. L'original, l'orientation, renforcer la netteté et courbe de base. Alors que sur la précédente traitement fini, j'ai 36 étapes. Je reviens sur mon image non traitée et on va commencer à travailler sur les différents modules. Alors la première des choses à faire, c'est de voir si par rapport à ce que je vais présenter moi, vous avez la même configuration d'affichage des modules. Si jamais un des modules est manquant dans cette barre d'outils là, pas de panique, il faut aller les récupérer dans l'onglet ici plus de modules. Ils sont classés dans l'ordre alphabétique. Et les afficher. Alors je crois que voilà, quand il est en noir, c'est qu'il n'est pas dans les modules. Il faut le griser comme les autres. Et si on veut le mettre dans les favoris, on rajoute l'étoile devant. Voilà, donc moi le vignettage je m'en servais pas, ce qui fait que je l'ai sorti des modules, mais bon, peu importe. Donc, quand il y a une étoile, c'est qu'on les retrouve ici. Ça c'est un classement personnel. Par contre ici, c'est classé par donc tonalité, module de base, tonalité, couleur, amélioration et groupe d'effets. Là je vais commencer par rajouter la correction d'objectif. Relativement simple, on le trouve dans l'onglet amélioration. Et il faut choisir, alors des fois il le trouve par défaut, là il ne l'a pas trouvé par défaut. C'était pris au Sigma 2405. Voilà. Par défaut ça fonctionne, il y a certains curseurs des fois à toucher, j'ai jamais eu besoin de le faire.
Voilà pour la première chose. Le module d'aberration chromatique, je m'en sers vraiment à la fin, après un contrôle global de l'image. Donc pour l'instant, on ne va pas le mettre. Deuxième chose assez rapide, c'est dans la barre d'outils des tonalités, le réglage des niveaux. Donc là, j'y mets juste un réglage automatique. Voilà, on voit la différence. Avant, après, déjà, on a gagné un petit peu de luminosité. On peut, là comme dans Photoshop, aller régler le noir, les hautes lumières et le gamma. Bon, en principe, la fonction par défaut est pas trop mauvaise. Je la laisse. En troisième, un outil assez magique qu'on trouve dans les modules de base, c'est les ombres et hautes lumières. Donc en fait, ça remonte les ombres et ça rabaisse les hautes lumières. On peut le forcer pour voir ce que ça fait. Donc j'éclaircis les ombres et ici je vais réduire les hautes lumières. Donc on enlève du contraste et bien sûr ça devient illisible, mais le réglage par défaut est pas mal. On peut toucher le curseur plus ou moins en fonction de ce qu'on veut faire, mais globalement déjà le réglage par défaut est pas mal. Je vais quand même le monter un petit peu. Voilà. Donc avant et après. Un autre module incontournable des modules de base, c'est le module exposition. Donc là, deux réglages principaux, les noirs et l'exposition globale de l'image. Il y a plusieurs façons de faire ça, déjà dans les ombres et hautes lumières, on l'a vu. Et on peut le faire directement sur la courbe ici. Donc là, on a le point noir et les hautes lumières. Il suffit de faire glisser l'histogramme vers la droite ou vers la gauche en fonction de ce qu'on veut faire. Et on voit le curseur d'exposition en bas là qui se déplace. Alors là, j'y suis allé un peu sauvagement. Et idem pour les noirs. Chose importante, sur tous les modules ici, il y a le bouton réinitialiser, c'est-à-dire que quand on a fait un peu n'importe quoi sur les curseurs, je peux revenir à la valeur par défaut. Donc là, je vais remonter les noirs un petit peu et un petit peu d'exposition. Et en même temps, on va en profiter pour voir des outils de contrôle de l'exposition. Pour ça, je vais forcer volontairement ici mon exposition et je peux contrôler mon image avec différents outils. Là, je vais le faire avec la pipette. Je vois ici que je suis à 255 partout sur les trois canaux RVB, ce qui veut dire que je suis au maximum des valeurs, donc j'ai sûrement cramé mon image. Donc pour ça, je vais redescendre et refaire le contrôle. Donc 253, 243, 233, ça semble pas trop mauvais. Je peux faire la même chose dans les noirs, par exemple ici. Et là, je vois que j'ai 0, 48, 40, donc 0 sur les rouges. Ça veut dire que je suis un peu trop bas. Voilà, 29, 64, 56. Je peux descendre un peu. Hein. Je vais le faire. Ah, 0, donc non. Il faut affiner, alors on verra comment on affine un peu plus tard. Peut-être à la fin de la vidéo. Un autre moyen ici, c'est d'activer les zones sous surexposées. Donc voilà, il y a un pourcentage ici, il est à voilà, 1% ou 99% du seuil haut. C'est une marge de sécurité. Bon, on va le laisser comme ça pour l'instant et on va continuer. Autre outil incontournable, c'est la courbe des tonalités. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est comme Photoshop ou GIMP. Autre outil dans le même genre qui ressemble un petit peu à la courbe des tonalités, mais avec des seuils un peu plus précis. On voit sur la photo les zones concernées par les petits curseurs ici. Donc par exemple, si ça je trouve que c'est trop noir, je peux le faire remonter un petit peu pour l'éclaircir, et on peut faire ça sur toutes les zones. Soit pour l'assombrir, soit pour l'éclaircir. Et bon, il faut faire attention, mais on peut écarter en fonction de la partie de la photo qu'on veut retoucher, éclaircir ou assombrir. Voilà, c'est les outils complémentaires de tonalité
avec la courbe des tonalités, les ombres et lumières par exemple. Donc celui-là je vais les désactiver parce que j'ai fait un peu n'importe quoi dessus. Et on va continuer avec les modules de couleur cette fois. Alors des modules de couleur par exemple, un des plus connus, le Velvia, qui permet de réchauffer un petit peu les teintes, et Vibrance. Alors celui-là je le mets de temps en temps mais il a rarement de l'effet. Faut vraiment zoomer pour se rendre compte de ce qu'il peut faire. S'il veut bien, voilà. Donc après, avant, là sur cette photo, on voit pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, pour revenir au Velvia, on peut forcer ou pas les différents paramètres, et notamment la force. Voilà, on voit de suite l'effet. Alors je sais pas la compression vidéo ce que ça va donner, mais voilà, du mini au maxi, on se rend compte de l'effet du Velvia sur l'image. Par défaut 25%, c'est pas mal. On va le laisser comme ça. Alors un outil intéressant, c'est le module zone de couleur. Donc on voit le spectre de couleur, et on peut alors soit jouer sur la clarté, par exemple si je veux que mes verts soient plus clairs, voilà, je monte. Si je veux qu'ils soient plus foncés, je peux descendre. On voit ici que les curseurs, je peux aussi les déplacer pour être plus précis, plus fin dans le réglage, et ne toucher vraiment que les verts d'une certaine partie. Alors ce que je vais faire moi, c'est faire croire que j'ai une verdure d'automne. Donc mes teintes vertes ici par exemple, je les sélectionne avec la pipette. Je sélectionne mon feuillage donc, et je vais voir les teintes ici. Je vois qu'elles sont vertes, mais je peux les ramener vers le orange. Voilà, on voit que avant c'était vert et là c'est devenu orange. Je peux aussi saturer tout ça. Je peux un petit peu l'éclaircir. Ok, on va s'arrêter là pour le zone de couleur. On peut faire pas mal de choses avec ça. Pour l'instant je vais m'arrêter là. Alors un autre outil intéressant, c'est l'outil de contraste, luminosité, saturation. Donc là je vais grossir un petit peu. Alors pour grossir, je rappelle, on peut soit zoomer, dézoomer avec la molette, soit cliquer sur la molette et ça nous fait 100%, 200%, où ça revient au plein affichage. Donc je vais me mettre à 100%. Et je vais gérer, allez, le contraste, on va rajouter 5. Alors là je me place sur le curseur et je fais dérouler la molette vers moi ou vers l'extérieur. Donc avant et après, c'est pas flagrant, on va mettre à 10. Avant, après, voilà. Alors je vais remettre à 5 parce qu'on va utiliser d'autres outils et l'accumulation fera que ça sera peut-être pas très joli. La saturation, je vais la placer à 20. Avant, après, voilà. Avant mon traitement et après le traitement. Je peux aussi y ajouter, donc ça c'est, je sais plus quel module. Voilà, dans le module de tonalité, c'est le module de contraste local. Donc là c'est pareil, il faut zoomer un petit peu pour voir l'effet que ça a. Je vais zoomer encore. Alors, contraste local. Donc on le voit, alors je pense une fois de plus qu'à la vidéo ça se verra pas. Je vais le forcer un petit peu, voilà. Là je force juste pour l'exemple, mais je vais le remettre à la valeur initiale qui est déjà pas mal. Ça c'est des outils classiques qu'on rencontre sur tous les logiciels de retouche photo. Un outil assez pratique, c'est le module de correction des tâches. Alors là j'ai pas de tâches parce qu'il y a beaucoup de détails sur l'image. Il n'y a pas de ciel bleu où notamment ressortent les tâches. Mais je vais le faire sur, pour montrer l'exemple, sur la petite fenêtre ici. Donc c'est dans amélioration et c'est je sais plus où il est, voilà ici, correction des tâches. Donc je l'active
trois possibilités, soit un rond, soit une ellipse, soit un chemin dessiné. Comme c'est une fenêtre rectangulaire, je vais prendre un chemin dessiné. Je vais réduire la zone extérieure, on va voir ce que c'est après, et je vais prendre le modèle dans le mur. Voilà, donc ça on peut l'appliquer sur les tâches de l'appareil photo avec notamment l'outil cercle. On peut réduire la taille du cercle et la taille de l'atténuation qui aura juste autour. Si je prends le volet renvoyé dans le cercle. Alors, deux autres outils assez pratiques pour notamment augmenter la netteté, c'est l'égaliseur. Alors c'est un outil très puissant que je maîtrise pas trop, mais qui a des pré-réglages. Ça nous permet de voir cette partie là, les pré-réglages pour tous les modules. On peut en avoir et on peut s'en créer. Donc là il y a un pré-réglage netteté, réduction de la netteté, qui est assez violent. Donc moi je me suis créé des réglages de netteté à 20% ou 40%. En fait en gros ça revient à la netteté ici avec une fusion uniforme par exemple 40% ou 20%. Donc avant et après. Deuxième outil qui est assez classique sur tous les logiciels de retouche, c'est le filtre passe-haut. Alors moi j'ai pareil un pré-réglage de netteté que je me suis créé à 20% et l'autre à 40% selon ce que je veux faire. C'est globalement, c'est ce que je voulais pas faire. Globalement les réglages que j'utilise le plus souvent. Par contre, par défaut, lorsque vous allez l'activer, il aura, comme tous les filtres passe-haut, cette allure-là. Donc on peut choisir la netteté et le contraste qu'on veut appliquer sur le filtre. Et après, il faut le fusionner. Alors là, c'est toujours la même chose, enfin, d'après ce que j'ai compris, avec superposé, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc on peut jouer ici sur la netteté, sur le contraste. Il faut y aller tout doux parce que sinon c'est violent et c'est pas joli du tout. Voilà, là ça devrait suffire, très même à force de cumuler les outils. Alors la règle c'est de ne pas utiliser tous les outils à la fois, c'est de voir ce qui correspond avec l'habitude petit à petit aux images qu'on est en train de traiter. Alors on va garder celui-là pour l'instant et on va continuer. Alors pour aborder les masques, je vais faire ce qu'on appelle le tilt shift. C'est rendre un effet maquette en fait sur l'image avec un flou en haut, un flou en bas. Bon, ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste pour montrer l'utilisation des masques qui peut être intéressante. Alors je vais aller dans outils d'amélioration et c'est l'effet Orton. Donc je vais créer un effet Orton sur mon image. Je vais le faire assez violent et je vais y ajouter, pour ne l'appliquer que sur la partie basse de l'image, une fusion en masque dessiné uniquement pour l'instant, on verra plus tard les autres. Je vais dessiner un dégradé, je peux y faire plein de choses, là je vais y dessiner un dégradé et je vais dessiner mon masque. Donc là il applique la partie floue uniquement sur la partie jaune de l'image. Donc ça m'intéresse pas, je vais inverser la polarité. Je veux adoucir la progressivité du masque et la remonter un petit peu. J'enlève l'affichage pour voir ce que ça donne, donc avant, après. Je vais pouvoir même la réduire un petit peu et la remonter. Voilà. Et je vais faire pareil pour le haut. Alors pour faire la même chose en haut, je vais dupliquer le module, créer donc
un autre flou avec un autre masque dessiné, et cette fois je vais le placer en haut. Donc en principe il est que sur la partie haute de l'image, voilà, très bien. Alors vu que la montagne est assez loin, le flou n'est pas très efficace, je pourrais l'augmenter, voilà, c'est un peu violent. Allez, 65, ça ira. 60 même, c'est bon. Alors, petite astuce, si je veux être plus précis sur les valeurs ici, je fais un clic droit, soit j'écris directement la valeur au clavier, soit je fais bouger ici l'axe de repère sur la valeur voulue. Voilà, ça c'est des petites astuces à donner au fur et à mesure. Donc les masques dessinés, paramétriques, sont des choses assez intéressantes sur Darktable. Il faudra faire une autre vidéo ou voir au club si on peut le traiter. Ça demande pas mal de temps. Un autre outil intéressant, c'est le filtre dégradé. Je l'utilise assez souvent, par exemple pour assombrir des ciels un peu trop clairs. Alors là il n'y a pas de ciel, mais je vais le montrer juste pour l'exemple. Voilà, on se rend compte un petit peu de l'effet sur la partie haute de mon image. Je le mets à 1, 30, voilà. Donc avant et après. Donc là sur cette image ça n'a aucun intérêt, mais c'était juste pour montrer son utilité. Donc là j'ai fait le tour des modules principaux. Il y en a plein d'autres à voir bien sûr, mais il faudrait pas mal de temps pour en faire le tour. Donc je vais m'arrêter là pour les modules de traitement d'image. Je vais juste rajouter 3 modules de recadrage, de cadre de photo et de filigrane. Donc le premier, le recadrage, qui se trouve dans les modules de base, qui permet de recadrer donc l'image, qui permet de la faire pivoter en fonction. Par exemple ici je vois que mon arête n'est pas verticale, donc je fais un clic droit sur le haut de l'arête, je glisse vers le bas et je lâche. On voit que la verticale a été obtenue, ça c'est assez pratique. Par exemple ici je peux faire un recadrage carré, je peux faire, il y a tout un tas de formats prédéfinis. Je peux faire aussi un format libre. Donc là j'ai aucune contrainte sur les proportions. Je vais utiliser pour celui-là un panoramique en 2 par 1. Et je clique soit ici pour fermer le module, soit dans les bords de l'image pour fermer le module aussi. Ensuite, cadre décoration. Alors ça c'est de la fioriture, mais bon, ça existe, donc on peut le voir. J'active le module cadre, donc par défaut il est blanc. Je peux choisir la couleur, sélectionner. Je peux choisir sa taille, par exemple 5%, 4% de l'image. Et je peux avoir un cadre secondaire, ici que je vais choisir en blanc. Et voilà, que je vais définir. Je peux le positionner, là il est à 50%, je peux le réduire à 40. Voilà, donc trois curseurs de taille et de positionnement des différents cadres. J'aurais pu ici le mettre en rouge, peu importe. Outil plus intéressant, c'est le filigrane. Donc là on peut faire soit un logo par défaut qu'on a déjà dessiné et qu'on va importer. Là ça va pas être le cas. Alors par défaut s'il importe son propre logo et il met les exifs de l'appareil photo. Donc nous on va choisir simple texte, la couleur en blanc. Là la police je vais la laisser. Je vais appeler ça tuto PCB. Le placer en bas à droite, régler l'échelle à 5%, ça devrait aller. Et ici je peux affiner la position dans
de mon cadre. Ok, pour celui-là, je peux rajouter filigrane d'auteur, par exemple. Donc, je vais fermer celui-là, je vais créer une nouvelle instance. Je vais même ne pas m'embêter. Je vais cloner la précédente. Je change le nom et je vais le déplacer à l'opposé. Voilà, et le Y sur l'image ici. Je vais encore la cloner. Et cette fois, pour faire une ombre, je vais la mettre en noir et la décaler. Alors on va zoomer un petit peu pour voir les effets. Hop, et hop, je décale un peu vers le bas, un peu vers le haut. Donc voilà, mon image est finie. Alors j'ai pas poussé le développement de façon à avoir du qualitatif, mais c'est pour montrer les différents effets des modules. Et dans l'historique, on peut voir donc tout ce qu'on a fait et le avant et après. Alors quelque chose d'intéressant, je l'avais déjà montré le soir de la présentation, c'est les instantanés, la comparaison qu'on peut avoir. Par exemple, si je prends un instantané ici et que je vais comparer avec le début du traitement, ça permet de voir un avant-après sur ce qui a été fait sur l'image. C'est assez pratique. Alors du début à la fin, c'est pas très intéressant, mais au fur et à mesure des étapes, ça peut l'être. Je vais revenir à mon image et supprimer l'instantané. Donc voilà, si je reviens sur ma table lumineuse, j'ai mes deux images à peu près identiques. J'avais prévu la marche à suivre sur le traitement que je voulais obtenir. Voilà, donc j'essaierai à la demande, en fonction de ce qu'on fera au club, si ça intéresse, de continuer et de donner des astuces sur d'autres modules. Alors la dernière chose que je voulais voir quand même, c'est sur cette photo, on le voit bien, la perspective n'est pas bonne du tout. Et il y a un module prévu pour ça, correction de perspective. Je l'active. Je peux afficher les arêtes sur lesquelles il va travailler. Ça c'est juste pour voir ce qu'il va faire. Et je lui dis quel type de correction je veux. Donc c'est cette perspective là, distorsion verticale. Je clique dessus et on voit que de suite il met toutes les arêtes qui devraient être à la verticale, vraiment à la verticale. Bien sûr, après il faut reprendre le recadrage de l'image pour enlever les pertes dues au redressement. Voilà, donc j'ai gardé la proportion, mais j'ai juste réduit l'image. Voilà, c'est la petite astuce, dernière petite astuce sur le module perspective. Une fois qu'on a traité nos deux images, il va falloir les exporter soit en JPEG, soit en TIFF, selon ce qu'on veut faire. Enfin, il y a pas mal d'autres formats, mais principalement JPEG et TIFF. JPEG pour l'affichage web et puis TIFF pour un développement par exemple. Donc le module d'exportation se trouve dans la table lumineuse, c'est le dernier module du volet de droite. Donc exporter, sélection. Plusieurs options d'enregistrement, soit l'édition directement dans GIMP, PDF, création d'un album Facebook, Flickr, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici fichier sur disque. Donc je choisis fichier sur disque. Par défaut, il propose d'enregistrer dans le dossier de travail, c'est-à-dire image 2018 11 26 tuto DT PCB, c'est-à-dire le dossier que j'ai importé, et il va créer en plus, alors ça je peux le modifier, un dossier qui s'appelle Darktable Exported dans ce dossier là, et dans lequel il va mettre tous les fichiers ainsi générés en JPEG ou TIFF.
ça peut se modifier soit en allant directement chercher en dur un répertoire ici, soit en utilisant les paramètres qui sont affichés lors du survol de la zone. Donc moi je laisse par défaut, je trouve que c'est pas mal d'exporter directement dans le dossier de travail, ça permet de les retrouver facilement. Une fois qu'on a choisi ça, on peut soit créer un fichier unique, soit écraser. Alors moi je crée un fichier unique, c'est-à-dire que si je fais plusieurs traitements sur la même image, c'est-à-dire je retouche, ça me convient pas, je refais un petit ajustement, j'exporte, je refais un autre ajustement, j'exporte et je peux comparer. Alors que s'il écrase, il n'y a qu'une image à la fois, il garde jamais les précédentes. Voilà, après ça c'est le choix, chacun fait comme il veut. Le format de fichier, donc JPEG 8 bits, 12 bits, OpenXR, PDF, etc. Bon. On va voir JPEG et TIFF. JPEG, il demande le taux de compression, donc 100% c'est très peu compressé et plus on baisse en qualité, plus on compresse, donc on gagne en taille mais on dégrade beaucoup l'image. Donc 92, 13 c'est un bon compromis poids-qualité. Si je choisis un TIFF, par contre, il va demander un niveau de compression aussi, mais en plus la taille, le nombre de bits du fichier, 8 bits, 16 bits et 32 bits. Donc moi je travaille pour les TIFF en 16 bits. Le 32 bits flottant, il fonctionne pas bien. Je sais pas trop à quoi il correspond. Donc voilà, 16 bits pour du TIFF, je pense que ça suffit. Il y a peu de logiciels qui doivent travailler au-dessus. Et compression, je laisse à 5. Pour l'instant, j'ai pas eu de mauvaises surprises. Donc là, pour l'exemple, on va rester en JPEG, 8 bits, 93%. Ici, c'est les tailles max, donc largeur, hauteur, je crois, je sais plus exactement. Il faudrait faire des essais. Oui, largeur, voilà. Et ici, hauteur. Donc, il conserve les proportions en fonction de ce qu'on a. Si c'est un portrait ou un paysage, il gère ça tout seul. Autorise l'agrandissement ou pas, c'est-à-dire que si on va au-delà de la valeur de recadrage, est-ce qu'il autorise à agrandir? Moi je ne veux pas. Et ensuite les profils. Donc profil, on en a parlé au club plusieurs fois. sRGB pour de l'affichage écran web et Adobe RGB pour du tirage. Donc là c'est pour le web. On laisse soit un sRGB, soit on va voir où est-ce que ça se définit aussi. Et le rendu, donc là moi j'ai laissé paramètres d'image, je vais d'ailleurs laisser l'autre aussi, on va voir où est-ce que je l'ai réglé ça. Ça se trouve dans la chambre noire, ici, profil de sortie, j'ai choisi perceptif, de temps en temps je choisis colorimétrie relative, c'est une meilleure gestion du gamut, quand les couleurs sont hors gamut, il vaut mieux être, il me semble, en colorimétrie relative. Bon, perceptif pour le web ça suffit, et ici sRGB par défaut. Comme 99% de mes exportations sont dédiées à l'affichage écran uniquement, je laisse là par défaut. Si jamais je veux faire un tirage, occasionnellement je changerai ici en Adobe RGB. Une fois que ça c'est fait, donc je sélectionne mes deux images, j'exporte. Donc ici on voit, ça va assez vite, hein, les deux images. On travaille un petit curseur, je ne sais pas si on le voit à la vidéo, il y a un petit curseur qui avance au fur et à mesure du traitement. Et dans tous les cas, on a les deux, chaque image, l'information qui remonte à chaque fois qu'une image est traitée. Donc je vais voir mon dossier, cette fois j'ai bien le dossier d'export de Darktable qui a été créé. Et à l'intérieur, je devrais avoir mes deux images, voilà. Donc la 1022 c'est le village et la chapelle sur la 1030 qui a été exportée. Donc si je regarde les propriétés, voilà, 1920, 1 méga 4 pour baisser la qualité pour compresser un peu plus. Voilà pour les bases de l'export. Après on peut creuser sur le profil et le rendu en fonction de ce qu'on veut faire et les formats bien sûr.